Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis accompagné aujourd'hui de deux de nos chroniqueurs, Cyril et Virgile. Est-ce que vous voulez vous présenter, Cyril et Virgile? Allez, je suis formateur de développeurs chez Alira depuis maintenant 2 ans. Et, j'ai l'immense honneur du coup de créer le développeur de demain, le développeur blockchain de demain. Salut tout le monde, moi c'est Virgile, donc je suis rédacteur pour Alira, donc pour un newsletter, mais aussi pour d'autres contenus. Et moi, c'est Jérémy Wauquiez, je suis le président et le fondateur d'Alira et je suis ravi d'être avec vous pour ces chroniques aujourd'hui, ce jeudi 29 février. 29 février, journée sacrée. Et on va attaquer tout de suite avec un premier sujet. Alors, on va vous parler dans ces chroniques de blockchain, notamment de Bitcoin. On va vous parler aussi un petit peu d'IA. Voilà, on va passer différents sujets en revue, mais on va commencer donc par Bitcoin. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait commencer par un sujet un peu généraliste, parce qu'on a l'habitude de traiter des sujets qui sont parfois très techniques dans ces chroniques. On nous a un peu fait le reproche, entre guillemets. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir traiter un sujet plus global qui puisse aussi intégrer plus de monde. Et n'hésitez pas dans le chat à nous donner votre avis dessus et à nous dire ce que vous en pensez. Alors, le sujet du jour est: Bitcoin est-il une monnaie? Et peut-être pour introduire le sujet, je vais l'introduire. On pourrait l'introduire d'un côté légal, on y viendra peut-être. On pourrait aussi en parler d'un point de vue philosophique, et je vais choisir plutôt l'approche philosophique pour commencer à vous parler de ce sujet-là. Je vois que ça fait marrer Cyril. Euh, on distingue habituellement pour les monnaies, on distingue habituellement trois fonctions, qui sont les grandes fonctions des monnaies. Donc ça, c'est de la théorie économique classique, si j'ose dire. Les trois fonctions, c'est d'être une unité de compte, donc c'est d'être quelque chose dans lequel on puisse exprimer la valeur des objets. On dira cette gourde, par exemple, que vous voyez apparaître à votre écran, vaut, je sais pas moi, 50 euros, ou alors elle vaut 0,0001 bitcoin. Euh, donc ça, c'est la première fonction de la monnaie, c'est de pouvoir exprimer la valeur des choses. La deuxième fonction de la monnaie, c'est d'être un moyen d'échange. Donc si je souhaite vendre, je vais rester sur cette gourde. C'est une très bonne gourde d'ailleurs, je vous la recommande, elle est filtrante et tout, incroyable. Euh, si je souhaite vendre cette gourde, je vais pouvoir accepter la monnaie comme un moyen de paiement. Donc de la monnaie qui pourra m'être envoyée par Cyril, par Virgile ou par quelqu'un du chat, par exemple. Et ensuite, moi, je vous enverrai la gourde. Deuxième grande fonction. Et la troisième grande fonction, c'est d'être une réserve de valeur. Alors, c'est une fonction qui est plus conflictuelle. Parfois, on pourrait presque parler du trilemme des monnaies, comme on parle du trilemme des blockchains, puisque souvent, c'est difficile pour certaines monnaies d'être à la fois bonne en réserve de valeur et à la fois bonne en modalité d'échange. Donc, la réserve de valeur, en deux mots, c'est quoi? C'est le fait que quand vous stockez cette monnaie, elle va garder un certain pouvoir d'achat. Vous allez continuer de pouvoir acheter des choses avec dans le futur plus ou moins proche, quoi. Si vous avez une monnaie et qu'en fait elle perd toute sa valeur, enfin elle perd la moitié de sa valeur tous les 2 jours, au bout de 3 jours, elle a perdu, il lui reste un huitième de sa valeur, et donc vous ne pouvez plus faire grand chose avec. On a un adage en économie qui nous dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on tend à mettre en circulation la monnaie dont on se débarrasse en fait de la monnaie dont on pense qu'elle va se déprécier, et on conserve au contraire la monnaie dont on pense qu'elle va s'apprécier. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi est-ce que typiquement on ne paye pas avec des pièces d'or, mais qu'au contraire on va avoir tendance à garder les pièces d'or dans des coffres forts et à pas les faire circuler, et qu'à contrario, en tout cas historiquement, on allait plutôt utiliser d'autres métaux pour faire des paiements, typiquement de l'argent. Donc, si je reste dans un cadre philosophique, puis après je vous tends le micro, Cyril et Virgile. Si on regarde sur ces trois grands critères, est-ce que Bitcoin est une monnaie? À mon sens, oui. Et ce oui est une réponse qui est une réponse libérale, en fait, puisque ce qu'on dit, c'est que quand on répond oui à cette question, c'est que finalement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le légal qui va définir ce que c'est qu'une monnaie, mais en fait, c'est la société. C'est la société qui va, en utilisant tel ou tel objet, tel ou tel élément comme une monnaie, c'est-à-dire en l'utilisant comme une réserve de valeur, comme une unité de compte et comme un moyen d'échange, c'est la société qui va définir si tel ou tel élément est une monnaie.
à mon sens. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Alors après, c'est un vaste débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut assez résolument ranger Bitcoin du côté des monnaies. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril et Virgile? Moi, j'ai un problème avec la concession de facilité d'échange. Quand tu dois payer 25 dollars sur ta transaction pour faire ton achat, tu perds le côté simplicité d'échange. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui me dérange. Et derrière, tu as des solutions de scalabilité, genre Lightning, qui rend les choses beaucoup plus simples. Mais Lightning demande des connaissances techniques bien plus développées. Et du coup, en fait, il y a un problème d'usage à la monnaie hein, dans l'élément numéro 2, qui est celui d'échange avec les gens. Il y a toute une partie, en fait, facilité de l'échange, qui, moi, me fait poser des questions. Et d'un autre côté, il y a aussi le dernier point, qui est Bitcoin ne fait que de s'apprécier vis-à-vis des autres monnaies traditionnelles. Du coup, quel est mon intérêt à le dépenser? Et évidemment, du coup, c'est quelque chose que tu as cité, mais qui font repenser, du coup, à l'idée que c'est une monnaie. Donc déjà, moi, il y a ces deux petits points-là, et ensuite, je laisse la parole à Virgile, et on ira sur ce qui nous fait poser aussi la question de Bitcoin est-il une monnaie dans l'actualité, je pense. Ouais, carrément. Bah là, Jérémy, t'as dit un point qui est super pertinent, c'est que c'est pas l'émetteur qui définit la monnaie en tant que telle, c'est plutôt les gens qui les utilisent. Bah, même à notre échelle, bon, tout le monde a déjà fait du troc en école primaire. Ça peut être avec les billes, ça pouvait être avec les cartes Pokémon aussi à une époque. Et finalement, bah, on regarde en tout cas, on constate exactement la même chose dans les pays comme le Venezuela, l'Argentine, la Turquie, etc. Et ben, tous ces pays-là, leur population constate de façon unanime que leur monnaie est en train de se dévaluer. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, si la monnaie se dévalue, bah, ça en est plus vraiment une. Et dans ce cas-là, bah, c'est l'utilité de Bitcoin trouve tout son sens et c'est pour ça que pour eux c'est une vraie monnaie. Et après, ouais, sinon concernant la définition d'Aristote, c'est-à-dire enfin moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte, bah, ça coche les trois cases sans aucun problème. Après, ouais, après, voilà, enfin, la plus grosse barrière, enfin, il y a surtout deux grosses barrières à l'adoption pour que ce soit vraiment une monnaie. Enfin, en tout cas, un moyen de paiement, c'est d'une part d'une part, il faut absolument réduire les frais de transaction parce que pour l'instant, à moins d'avoir 10 000 dollars ou 100 000, c'est impossible de s'en servir sans y laisser son patrimoine. Et d'autre part, d'autre part, bah, faut quand même trouver le moyen d'ouvrir un wallet, d'apprendre à s'en servir, de sécuriser ses comptes. Et ça, bah, pour l'instant, c'est terrifiant pour beaucoup de monde. Donc, une fois qu'on aura ces deux barrières-là qui seront levées, bah, à ce moment-là, ça peut devenir une monnaie à part entière et un vrai moyen de paiement par-dessus le marché. Ouais, moi, ce qui me fait assez sourire, c'est il y a toujours, c'est ce qu'on disait c'est ce que je disais au début sur les fonctions de la monnaie, il y a toujours un conflit entre la fonction d'échange et la fonction de conservation de la valeur. Tu vas avoir même certains économistes qui vont te dire ah, mais en fait, le rôle d'une monnaie, c'est pas d'être conservée, ça, c'est le rôle d'autres actifs, les pierres précieuses, l'immobilier, les titres financiers, tout ce que tu veux. Le rôle de la monnaie, c'est d'être uniquement échangé, donc prioritairement, il faut axer vers des monnaies qu'on échange. Et donc, par exemple, ça va être toutes les monnaies fondantes, les monnaies qu'on émet en les distribuant à tout le monde, en gros. Donc, tu distribues à tout le monde à part égale. Et donc, forcément, ta monnaie, elle est inflationniste parce que tu la distribues comme ça à tout le monde gratuitement. La June, par exemple, c'est un bon exemple de Nither de ça. Et donc, forcément, on comprend tout de suite que quand tu fais ça, bon, ta monnaie, elle perd de la valeur parce que tu en émets de manière régulière et fatalement, ça lui fait perdre de la valeur. Par contre, sa fonction d'échange, elle est bien remplie. C'est-à-dire que tout le monde a un peu de monnaie, donc tout le monde peut faire des échanges. Et moi, je trouve que les systèmes bicaméraux
c'est-à-dire les systèmes un peu doubles dans lesquels, dans la société, il y a plusieurs monnaies qui cohabitent et qui, du coup, font exister plusieurs fonctions entre elles. Je trouve que c'est une bonne manière, en fait, de faire fonctionner la société. Et d'un côté, tu as des monnaies qui vont être, entre guillemets, plus performantes pour être échangées, et de l'autre, tu vas avoir des monnaies qui vont être plus performantes pour être conservées, même si elles cochent toutes à des niveaux divers les différentes cases. Et donc Bitcoin est effectivement plutôt du côté de la conservation que du côté de l'échange, hein. Mais néanmoins, elle peut être échangée, sinon effectivement, elle ne pourrait pas véritablement être qualifiée de monnaie. On vous parlait aussi de ça parce que effectivement, la question, elle se pose, on n'en a pas parlé là, mais la question, elle se pose aussi d'un point de vue légal en vérité, notamment sur Bitcoin. Vous savez que Bitcoin est en tout cas reconnu comme une monnaie officiellement au Salvador et de mémoire en Centrafrique également. Et ça crée un paradoxe assez marrant, c'est qu'en droit français, ce qui permet de définir les cryptoactifs, en fait, c'est une définition négative qui dit pour qu'un actif soit un cryptoactif, il faut qu'il ne remplisse pas. Il y a 5 critères de mémoire, donc il y a 5 clauses d'exclusion où on dit bon si c'est pas ça, dans ce cas, on passe au suivant. Si c'est pas ça, on passe au suivant. Et il y a un des items qui est il faut pas que ce soit la devise d'un autre État souverain. Donc pas de bol. Il se trouve que le Bitcoin est la devise d'un autre État souverain et que donc il devrait être reconnu, si on appliquait le droit français en France, comme une devise en fait. Et donc là, ça crée un truc assez marrant. On a eu des questions de députés auxquelles Bruno Le Maire a refusé de répondre jusqu'à présent. Et je regardais là dans les prises de position plus récentes, on a la Banque de France qui a fini par prendre position sur la question et qui fait une prise de position qui est vraiment surréaliste pour un état de droit. Enfin, moi, je suis un peu naïf comme personne. J'étais convaincu qu'on vivait encore dans un état de droit. Comment dirais-je, je vous cite quand même la prise de position de la Banque de France qui nous dit « Si le Salvador est souverain en ce qui constitue une monnaie sur son territoire, la loi salvadorienne ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause la qualification de monnaie au sens du droit de l'Union européenne ou celle d'actif numérique au sens du droit français. Dès lors, en dépit de cette loi, le Bitcoin demeure un actif numérique au sens de l'article L5410-1 du CMF, le Code monétaire et financier, et ne peut être qualifié de monnaie au sens du droit européen. » Ok, incroyable, genre tu prends cette position, mais en même temps, la loi que tu as toi-même décidée, que le législateur a décidé, c'est pas encore la Banque de France qui décide de la loi, ou alors j'ai loupé un truc dans mes cours de droit constitutionnel, il me semblait que c'était le législateur moi, qui faisait la loi, j'ai peut-être oublié un truc. La loi dit explicitement, si c'est la devise d'un autre État, c'est une devise en fait, et c'est pas un cryptoactif. Donc là, je trouve qu'il y a une mauvaise foi de la part au moins de la Banque de France, mais probablement c'est à élargir à Bercy tout entier, qui est assez extraordinaire là-dessus. Ouais, en gros, c'est un gros. La loi n'arrange pas. Écoutez, on va dire que on ne l'écoute pas, et ce sera très bien comme ça. C'est une manière de voir la loi. Hein. Pourquoi Ouais, c'est ouf quoi. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode ok. Ils sont sortis de l'étape où ils ignoraient le problème, parce que pendant toute une période, ils avaient ignoré le problème. Tu vois, ils étaient juste en mode non, mais on n'en parle pas, vous inquiétez pas, etc. Et là, tout d'un coup, genre Banque de France qui se dit bon allez, j'imagine, tu sais, ils ont dû jouer à la courte paille entre les fonctionnaires de Bercy, Qui va dire cette connerie? Le Maire, la Banque de France, je sais pas qui d'autre. Après, il y a le Fonds monétaire international qui joue aussi là-dedans. Oui, complètement. Mais c'est pareil, c'est le FMI, il fait pas le droit en France a priori, ou alors j'ai loupé une étape quoi. Mais Il se prononce comment le FMI sur Bitcoin? J'ai jamais trop entendu les prises de position. Ça se trouve vous savez pas non plus. Donc, après de ce que je me souviens, il y avait le FMI qui avait fait un espèce de chantage au Salvador en disant qu'il proposait un plan de sauvetage à condition qu'ils abandonnent le Bitcoin. Ils avaient besoin d'être sauvés. ouais, non, Alors du coup, je voulais revenir un tout petit peu sur l'actualité en expliquant un petit peu pourquoi on a aussi décidé de parler de ce sujet. Bon, évidemment, il y a la montée du Bitcoin. Quand il y a une montée de Bitcoin et qu'on arrive bientôt à la TH, il y a un côté urgence de devoir en parler. Urgence parce que, en fait, on sait très bien que tout le monde va en parler par la suite, notamment votre grand-mère parce qu'elle aura vu un reportage sur TF1.
et que du coup, il nous est d'intérêt d'en parler de manière un peu plus sérieuse que téléphone. Deuxième point, c'est aussi qu'il y a eu de l'actualité sur Satoshi Nakamoto récemment. Et cette actualité, elle est assez marrante. C'est juste des emails qui ont été retrouvés. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu les actus blockchain il n'y a pas très longtemps. Donc il y a eu des vieux emails qui ont été retrouvés. Et ces vieux emails, on peut notamment en parler de manière un peu simple en évoquant les sujets qui sont évoqués dans ces mails et à quel point Satoshi Nakamoto se rendait compte de certaines problématiques liées à Bitcoin, de quelle était l'idéologie et la volonté aussi derrière Bitcoin. Et donc du coup, je vais envoyer dans le chat un article de Cryptos sur le sujet qui est très bien fait, donc, comme toujours avec Cryptos. Il y a donc du coup évidemment le problème de scalabilité sur Bitcoin. Et typiquement, ce problème de scalabilité, c'est un vrai argument qui nous fait reconsidérer aussi le débat sur la monnaie. Comment considérer Bitcoin comme monnaie alors même que Bitcoin n'est pas en capacité d'avoir un très très grand nombre de transactions à la seconde. Ce débat, il n'est pas nouveau. On l'a déjà évoqué, notamment quand on a pu évoquer les débats internes de Bitcoin autour notamment de la block size war. Donc du coup, c'était les débats très envenimés autour de la taille des blocs de Bitcoin. Non mais typiquement, c'est un des trucs qui revient régulièrement. Et en fait, cette problématique de scalabilité, Satoshi Nakamoto l'évoquait déjà au moment en fait de créer Bitcoin. Évidemment, le coût écologique de Bitcoin avait été créé avec l'argument un peu fallacieux qui revient régulièrement, qui est de dire, bah, si c'est pas Bitcoin, c'est la finance normale. Donc du coup, dans tous les cas, tout le monde dépense de l'énergie. Je suis pas sûr que ce soit l'argument le plus puissant du monde. Ouais, il est assez marrant ce passage. Parce que c'est assez rigolo. Enfin, il a l'air, en gros, attends, c'est où? Ça m'avait fait marrer. C'est le deuxième, ouais. Satoshi Nakamoto avait envisagé le coût écologique. Tac. Pas promouvoir. Anonyme, gratuité. Ouais, c'est en gros, il est en mode, bah oui, c'est vrai que la preuve de travail, c'est pas incroyable comme solution, mais c'est la moins mauvaise qu'on ait trouvée. Et t'as ce truc de dire, ce serait toujours moins de gâchis et de travail que les ressources allouées aux activités conventionnelles du secteur bancaire. Le coût serait bien moins élevé que les milliards de dollars de frais bancaires qui paient pour tous les bâtiments, les gratte-ciels et les offres des cartes de crédit. Effectivement, malgré tout l'immense respect que j'ai pour cette personne ou ce groupe de personnes, j'avoue que là, pour le coup, un peu comme ce que je disais au début, il y a, à mon sens, Bitcoin, et c'est facile de le voir aujourd'hui, parce qu'il faut imaginer que ce truc-là, ça a été écrit il y a presque 15 ans, et donc forcément, là, aujourd'hui, on a une vision qui est avec 15 ans de recul, on sait ce que Bitcoin est devenu 15 ans après. Et on sait aussi, à mon avis, que Bitcoin n'a pas la capacité, il n'est pas conçu pour remplacer le système financier. Le système financier fait plein de trucs que Bitcoin ne fait pas ou ne fera pas. C'est un autre objet, en fait. À mon sens, c'est un autre outil. De même que dans votre trousse à outils, vous avez des marteaux et des tournevis, et que si vous essayez de dévisser une vis avec un marteau, ça se passe en général assez mal. L'outil monétaire Bitcoin et l'outil monétaire euro, dollar et compagnie sont en fait des outils différents, et ils font des trucs différents. Et le système bancaire versus le réseau Bitcoin, c'est pareil en fait. Si je vais dans une agence bancaire pour faire un prêt ou pour financer l'économie, bah, je peux le faire. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat. Ça, il y a un vaste débat à avoir à ce sujet. Mais en tout cas, je ne peux pas rentrer dans une agence Bitcoin et faire financer un projet que j'ai, quoi. Ça, c'est juste impossible en fait. Donc ouais, à mon sens, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. Et tu vois, j'adore le point numéro 3, qui est Satoshi ne souhaitait pas promouvoir le Bitcoin. En fait, il y a un côté avec la création de Bitcoin, la volonté de ne pas justement faire en sorte que ce soit un produit d'investissement, ne pas faire en sorte que le produit ne fasse que d'augmenter en valeur. Alors bon, c'est simple à dire et ça a visiblement mal été pensé. Mais l'idée, c'était de ne pas le considérer comme un investissement, de le considérer justement comme une monnaie, c'est le considérer comme quelque chose qui est fluide, qui est liquide, et qui a volonté à être échangé. Donc c'est assez marrant en fait, parce qu'aujourd'hui, les bitcoiners qui ont envie de voir le bitcoin monter à 100 000 $ vont à l'inverse en fait des volontés de Satoshi. Donc sur ça, et c'est un truc qui est assez rigolo, il y a un genre de dissonance cognitive où en fait pour que Bitcoin soit une bonne monnaie, en fait il ne faut pas qu'il soit trop cher. Mais en même temps, s'il n'est pas trop cher, au bout d'un moment, peut-être qu'on aura des problèmes de sécurité, mais c'est un autre sujet en fait.
Ouais. Bah, alors là où enfin en fait Jérémy vient de dire que Bitcoin c'est une classe d'actifs à part entière qui se trouve un peu à part du système financier. Personnellement je suis pas vraiment d'accord là-dessus parce qu'il y a une industrie enfin où Bitcoin peut vraiment faire concurrence, c'est l'industrie de l'or parce que en soi Bitcoin est enfin Bitcoin et l'or, en l'état actuel des choses, ils ont quasiment les mêmes défauts, en fait. C'est des industries qui sont très coûteuses en énergie, qui sont pas évidentes à transférer. Il suffit de voir les frais de réseau sur Bitcoin, mais pour transporter de l'or, franchement, bon courage. Et, euh, et aussi, euh, ouais, la majorité est détenue par une minorité d'individus. Mais en même temps, Bitcoin, quand on y pense, bah, ça reste une énergie une énergie qui est beaucoup moins énergivore et enfin, pour une bonne partie renouvelable, qui plus est. Un Bitcoin est c'est beaucoup plus facile de le diviser et de le regrouper. Et surtout, bah, en termes de performance pour transférer de la valeur, c'est absolument attestable. Je prends pour exemple le transfert qu'on avait eu de 26 000 bitcoins. Du coup, ça doit faire 1,4 milliard de dollars pour seulement 2 dollars de frais. Donc, Incroyable. Si tu avais donc voulu faire le même c'est transfert avec je peux te dire, là, les camions blindés remplis de lingots d'or, il faut les aligner, hein. Donc ouais, après voilà, c'est un concurrent de l'or. Après, c'est juste mon avis et libre à vous de donner le vôtre aussi. Ouais, l'article Il y du a Monde un... est intéressant. Je viens de le passer en revue. Là, il vient de sortir. Effectivement, il est sorti aujourd'hui à 11h47, juste avant qu'on attaque le live. C'est bon, oui, c'est un article qui commente le prix et qui dit qu'il y a un halving bientôt. Euh, MicroStratégie achète du Bitcoin. Euh, ok. J'aime bien juste pour essayer d'aller chercher justement cet article, comme j'ai vu aussi dans le chat comme toi. J'ai tapé Bitcoin dans Google Actu et j'ai envoyé un lien dans le chat de France Info, donc France TV. On se dit bon, c'est super quand même comme source. Alors je ne vous la conseille pas. C'est-à-dire que instantanément l'article s'appelle "C'est quoi Bitcoin?" Il est fait en 2 paragraphes, dont le deuxième c'est "une monnaie ultra spéculative". Bon, bah voilà, super. Donc voilà, c'était ce que je disais tout à l'heure sur le. Tiens, c'est marrant, dès que ça augmente, on va avoir la ribambelle des médias traditionnels qui vont en parler et qui vont mal en parler. Ce qui n'est pas top. D'ailleurs, sur ce point, quelqu'un qui en parle très bien de manière générale, c'est Alexandre Stachenko. Hein, le Bitcoin et lui, c'est une bonne base. Il a sorti un article justement il y a pas très longtemps où il invite tous les gens qui connaissent Bitcoin à bien en parler. Et du coup, à ne pas en parler uniquement pour l'aspect monétaire, pas uniquement en parler pour l'aspect augmentation du prix. Mais notamment, par exemple, j'en sais rien, Bitcoin est aujourd'hui proche de la considération d'une monnaie parce qu'il a été accepté politiquement, parce qu'il a été accepté socialement. C'est des éléments qui sont non négligeables parce qu'aujourd'hui, on peut payer en Bitcoin. Je veux dire, dans tous les pays européens, quasiment, on peut payer des bières avec des Bitcoins dans les Bitcoin bars. On peut aller au Salvador évidemment et payer sa vie avec, notamment son McDo, parce que McDo est obligé de prendre le Bitcoin. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été accepté dans le monde, dans certains endroits évidemment, c'est pas partout, mais disons qu'en tout cas cette acceptation sociale, cette acceptation politique, c'est une avancée majeure en fait qui a permis en fait à Bitcoin de justement arriver à un stade où il est quasiment une monnaie et où on peut avoir ce genre de débat. Chose qui n'est pas le cas, par exemple, avec Solana aujourd'hui, mettons. Donc, et j'ai rien contre Solana, c'est pas le sujet. Mais donc du coup, il y a quand même quelque chose de fort dans Bitcoin qui, malgré ses limitations techniques par rapport à d'autres crypto-monnaies, fait de lui un acteur fort parce que justement, il est accepté socialement. Bref, je suis assez satisfait de ce genre d'idée. Évidemment, je vais vous envoyer dans le chat l'article de Alexandre Sachenko. N'hésitez pas à le lire, à le liker. Voilà. Cool. Et bah, en tout cas, un bon élément de débat. Et j'espère que vous aviez un peu de BTC en réserve il y a quelques mois, puisque là, le train est en train de partir, manifestement.
Deuxième sujet, parlons d'un autre train qui est en train de partir, Sora, qui est le dernier né de OpenAI. Alors OpenAI, je pense que vous connaissez tous dans le chat, c'est cette entreprise à la tête de laquelle Sam Altman est placé et qui est notamment connu pour ChatGPT, qui est un des systèmes d'IA générative les plus connus aujourd'hui et qui ont amené auprès du grand public la question de l'IA générative. Il nous avait intégré la génération d'images récemment dans ChatGPT. Ça doit avoir genre peut-être 3 ou 4 mois, un truc comme ça, en récupérant Dali, qui était un créateur d'images. Et on vient de passer là un nouveau cap, qui est un cap qui est important, qui est essentiel, encore une fois, je suis toujours impressionné de la vitesse à laquelle les éléments s'enchaînent sur ce front-là. Donc là, on a passé le cap de la vidéo, avec des vidéos qui sont honnêtement vraiment assez impressionnantes. Alors je sais que certains doivent suivre ces chroniques en faisant peut-être leur vaisselle, en préparant leur bouffe pour le repas du midi. Franchement, si vous avez un moment pour regarder votre écran durant le live, c'est maintenant, parce que ça va être visuel. Je vais juste vous partager. Alors, attendez. Tchabalibalam, comment je partage mon truc? Oui, non, il faut simplement que je clique ici. Voilà. Hop. Et ensuite, voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc ça c'est uniquement tout ce que vous allez voir là. On va parler à côté. Tout ce que vous allez voir dans la vidéo qu'on est en train de vous montrer, c'est uniquement des choses qui sont générées en direct par Sora, qui sont sans modification. Pas de modification, il n'y a pas de montage, de trucs de d'éclairage et tout ça. Vous avez le petit lapin qui danse. Ça, c'est généré à partir d'un prompt qui dit fais-moi une vidéo d'un petit lapin qui danse. Là, fais-moi un petit Golden Retriever qui est en train de jouer dans la neige. Et franchement, genre la neige et les poils, enfin, désolé de trouver ça ouf, mais c'est ouf, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Et on en a plein des vidéos qui sont comme ça, assez impressionnantes. Après, vous avez là de la vie sauvage à Bornéo, à côté d'une rivière dont j'ai pas eu le temps de dire le nom. Bah, c'est pareil, quoi. Enfin, genre que ce soit le réalisme de l'eau, de tout, des arbres. Enfin, franchement, même en vous disant que la vidéo elle est générée par une IA, là c'est un truc plus figuratif. C'est des petits pandas roux qui sortent des boîtes de pétri. C'est assez marrant, c'est assez mignon. De pétri. Là, c'est un texte beaucoup plus long, mais en gros qui dit tu me fais une vue de drone d'un cliff en Californie de mémoire. Mais c'est pareil, je vous pousse cette image-là, je mets au défi quiconque de me dire que c'est généré par une image, par une IA, quoi. Un trailer d'un film de SF. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril et Virgile, de ces évolutions? C'est quand même assez dingo, non? Tu veux commencer, Virgile? Ouais, avec plaisir. Effectivement, c'est assez impressionnant que Sora ait déjà atteint ce cap-là. Et c'est assez ouf de se dire que pour l'instant, c'est juste de la vidéo et c'est juste de la vidéo et il y a pas mal d'autres projets qui ont l'intention de faire d'autres trucs encore plus dingues. Je pense notamment à Midjourney. En fait, Midjourney, un des plans qui sont prévus pour les prochaines années, c'est de créer de la génération d'images, d'images vidéo ou d'images dynamiques dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément intégrer un module qui génère qui génère du visuel, mais sauf que ça n'a pas été, il n'y a eu aucun développement derrière, c'est juste de la création de visuels par l'IA. Et ouais, franchement, là, c'est ce qu'on a vu avec Sora. De mon point de vue, c'est juste un proof of concept et que les gros cas d'utilisation qui vont changer des industries, il y aura juste à attendre quelques années pour que ça arrive. Ouais, en vrai, là, ce qu'on voit à l'image, c'est trop fort parce que ça fait partie de toute une démonstration sur un point qui est, en gros, on donne une vidéo à Sora. Et derrière, on lui dit, bah écoute, ok, c'est cool. Maintenant, s'il te plaît, change-moi un petit peu les décors pour me mettre de la neige. Et donc en fait, la vidéo d'avant avec le SUV, et ben en fait, derrière, Sora reconstruit de la neige dans la montagne.
Et donc du coup, ça change le paysage. Puis ensuite, il dit, ok, bon, fais-moi un paysage un petit peu comme si c'était une autre planète. Et pareil, en fait, c'est la même vidéo du SUV, mais avec cette fois-ci aussi d'autres éléments. Et en fait, du coup, ça pose plein de questions. Évidemment, c'est trop cool parce que c'est super beau et que, en fait, c'est potentiellement libérateur d'imaginaire. Donc ça, c'est trop bien. Évidemment, les artistes qui se pensaient être tranquilles par l'IA, notamment les animateurs 3D et ce genre de choses, les Voilà, VFX artistes, voient arriver ça avec de la difficulté parce que c'est leur travail qui est récupéré ici. Bon, on a vu ce que ça a donné avec les graphistes. Hein. Ça n'a pas supprimé les graphistes, l'existence de Midjourney et de Dali. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour du travail un peu rapido, même nous, on a tendance à utiliser l'IA parce que en fait, c'est pratique et que ça nous évite d'avoir à faire un post juste vide. On aurait dans tous les cas pas pris forcément de graphiste pour littéralement tout ce qu'on fait, mais bon, c'est quand même du travail. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Les autres questions, on les a déjà évoquées il n'y a pas si longtemps que ça. C'était notamment sur notre croyance qu'on peut avoir dans les images. Le fameux je vois donc je crois, il devient extrêmement complexe à tenir, à garder en tête. Là, je vois un homme sur des nuages, je me dis waouh, je montre ça à un enfant, il va croire que le nuage, on peut vraiment monter dessus et être assis et lire un livre dessus. tu peux voir C'est des difficile images en fait. des partisans de Trump qui prennent d'assaut le Capitole et tu te dis, mais merde, ça c'est vraiment produit. Mais c'est incroyable. Non mais voilà, il y a un côté comment croire la réalité quand même la réalité que même ce que nos yeux nous offrent n'est pas vérifiable. Bon, du coup, c'est important et on fait à chaque fois le parallèle entre la blockchain et l'IA parce que en fait, ce sont deux technologies qui sont liées quelque part, notamment par la confiance qui d'un côté est peut-être abîmée finalement par l'IA ou en tout cas remise en question. Et de l'autre côté, la blockchain qui justement est une technologie dont l'un des seuls intérêts, c'est la confiance qu'elle peut apporter. Donc il y a ce vrai enjeu-là et l'un dans l'autre peuvent avoir justement des liens forts. Enfin, juste, j'ai un tout petit truc. Sam Altman, c'est vraiment le best. Il nous donne tellement de sujets, de vidéos. Ah non, C'est mais génial. incroyable. En fait, c'est qu'on n'a pas d'action chez Sam Altman. Hein. Mais effectivement, le fait est, à un moment, quand tu as une boîte qui est capable de te sortir autant de produits qui bougent les lignes de manière aussi significative dans un temps aussi court, c'est clair qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, c'est clair. Parce, T'as une parce que, avancée tu vois, de GPT qui est trop forte aujourd'hui. ouais, et tu vois, donc pour l'instant, peut-être qu'on peut parler de ça aussi. Pour l'instant, comment dirais-je, Sora n'est pas accessible au grand public. Et donc, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira. Ils ont juste fait une vidéo de démo en disant, ah, au fait, by the way, on a ça dans les cartons, on arrive à générer de la vidéo à partir de texte, bonne fin de journée, salut. Donc, globalement, on en est là. Mais donc, évidemment, il va y avoir, comme pour ChatGPT, une offre commerciale qui sera disponible à partir d'un certain stade. On verra comment, on verra dans quelles conditions. Mais en fait, il y a déjà des produits qui existaient de ce type-là et on a failli en utiliser chez Alira. Alors là, c'est la petite minute histoire. Vous êtes passé à ça de vous retrouver avec des profs virtuels sur la plateforme. Alors, on aurait continué de rédiger les cours nous-mêmes, on n'aurait pas confié la rédaction des cours à une IA, il ne faut pas exagérer. Mais pour la partie tournage vidéo, on a envisagé à un moment, il y a 2 ans à peu près, plutôt que de tourner les vidéos face caméra, ce qui implique pas mal de logistique, il faut faire venir les gens dans les studios, il faut avoir de l'équipement, il faut monter et compagnie, en fait, de passer le texte à un avatar qui d'ailleurs peut être l'avatar de la personne. Donc, on aurait pu avatariser Cyril. On avait fait les tests avec un autre de nos formateurs, mais ça aurait pu être Cyril. Et ensuite, on a Cyril qui parle le texte avec sa voix qu'on lui donne. Donc, ça, c'est un truc qui s'appelle Synthesia, qui est live depuis 2-3 ans, je pense au moins, puisque c'est à cette période-là qu'on l'avait testé. Et à l'époque, on ne l'avait pas fait, notamment parce qu'on était dans ce qu'on appelle de Uncanny Valley. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est dans le chat, le Uncanny Valley. Uncanny Valley, je vais vous sortir le. Profitez du petit machin mignon parce qu'on va changer de.
C'est la vallée de l'étrange. C'est la vallée de l'étrange dans tout ce qui est robotique, IA, etc. Et en fait, c'est quoi? C'est l'idée que quand vous avez un modèle humain, enfin un modèle qui imite un être humain, euh, en gros, ici, là, en abscisse, vous avez le niveau de ressemblance avec un vrai humain. Et ici, vous avez à quel point est-ce qu'on aime bien interagir avec. Donc, au début, on voit que quand le truc s'humanise, donc là, on a le robot industriel dégueulasse qui est pas du tout sympathique. Quand le truc s'humanise, jusqu'à par exemple l'animal en peluche ou le robot un peu humanoïde, on le trouve de plus en plus sympathique. Genre, c'est, je sais pas, c'est R2D2 ou c'est, comment il s'appelle là, dans Star Wars, le plus grand là. Pas R2D2, mais le pote de R2D2, je sais plus, peu importe. C'est 3PO. C'est 3PO, merci. Et du coup, donc là, on apprécie plus interagir avec eux. Et puis, il y a un moment où il se passe un truc bizarre, où en fait, on est donc dans cette fameuse vallée de l'étrange, où le truc devient tellement proche d'un humain, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. On se rend compte que non, c'est pas un humain. Donc là, sur ce graphique-là, ils ont fait deux courbes. Ils ont fait la courbe, en fait, c'est un truc vivant ou c'est un truc mort. Donc le truc mort, c'est dans la zone du cadavre, et le truc vivant, c'est dans la zone du zombie. Mais donc, et à ce moment-là, c'est vraiment une sensation assez désagréable où on se dit ah non, il y a un truc qui va pas. Et après, quand on passe cette vallée de l'étrange et que là, on est vraiment sur une ressemblance hyper forte, bon, bah là, soudain, ça revient et on retrouve de l'affinité à interagir avec. Et donc, notamment, ça avait été le cas de certains Android là. Donc ça, c'est des trucs qui datent d'il y a 10-15 ans. Où quand il parlait, vraiment, on était en mode, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi. Là où sur C3PO, ça ne fait pas du tout cet effet-là. Et ce que je trouve assez remarquable, désolé de revenir à Sora, en plus, je vous ai pas montré un des trucs les plus ouf. Franchement, je trouve le truc qui m'a le plus impressionné, du coup, je voulais couper. Je vous le remets. Ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'en fait, quand on regarde les êtres humains qui sont représentés dans Sora, ben, on a dépassé cette vallée de l'étrange. Nous, sur Synthesia, on ne l'avait pas pris parce qu'en fait, on était en plein dedans et que quand on regardait les gens, genre les Cyril avatarisés qui s'exprimaient, en fait, on voyait bien que c'était pas Cyril et qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, on se disait, nos apprenants, ils vont vivre une expérience horrible, on le fait pas. Là, c'est les reflets sur cette image, je les trouve dingues. Genre, les reflets sur. Bref. Et là, sur les images de Sora, bah, en fait, ça va. Enfin, je sais pas, les humains, moi, je trouve qu'ils ressemblent à des humains. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. franchement. Ouais. En fait, c'est con, mais en fait, on ne fait que d'avancer, avancer, avancer. Je veux dire, il y a 2 ans de ça, l'IA nous sortait des humains avec des mains avec 8 doigts et des trucs insupportables à voir, en fait. Et il y a eu une avancée de l'IA qui est exponentielle, et l'IA génère Je me l'IA, qui souviens génère l'IA, qui génère l'IA. même il y a 1 an et demi, tout le monde sur les blogs montrait les images de Nana avec 40 dents, tu sais, en disant ChatGPT, c'est pas compté, ils font des nanas avec 40 dents, ça va pas du tout, tu vois. Wait and see, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Non, l'avancée est assez fabuleuse. Et encore une Je fois, montre mes mains et promis, si ça saute, c'est à cause du fond virtuel. c'est pas simple. Non, mais c'est clair. Et par contre, il y a un point aussi sur lequel on est obligé de venir. En effet, les exemples vidéo sont légion. Enfin, les alternatives vidéo sont légion. Il y a Synthesia dont on a parlé. On peut aussi parler de Runway qui est assez fort aussi. En fait, tous ces outils-là, ils font tellement pas de comparaison avec ce que vient de sortir Sora. C'est absolument incroyable. En l'occurrence, pour l'instant, ce n'est que du bêta-test, ce n'est que présenté à la presse. On n'a pas encore la possibilité de l'utiliser, mais en fait, on ne peut qu'attendre ce genre d'évolution parce que c'est technologiquement quand même assez incroyable les gaps qui sont franchis à chaque fois par cette boîte et les autres, hein, mais Ouais, et d'ailleurs, notamment par ChatGPT. autre truc que je trouve ouf, désolé pour la coupure, mais la vidéo, elle fait 1,7 million de vues, elle a été postée il y a 15 jours. C'est que dalle, en fait. Genre, on est en train de regarder un truc qui est en train de casser toute l'industrie de la vidéo. Et ça, on est au niveau mondial. Là, la vidéo, elle n'a pas de son, elle n'a pas de texte. Donc, il faut le mettre dans le marché mondial. Quand tu compares avec les vidéos qui sont les vidéos poids lourds de YouTube, c'est vraiment 1,7 million, c'est que dalle par rapport à ce que ça annonce. C'est assez marrant. Ok. Et Et ça bah, passera encore une fois via ChatGPT. Juste, tout à l'heure, on discutait
justement l'offre commerciale qu'il y aura. Évidemment, ça va coûter plus cher que ChatGPT+, ce sera ChatGPT++. Mais ça passera par ChatGPT. Et donc, on pourrait faire des... Ouais. en fait, Tiens, à j'ai quand vu, le moment où Google passera derrière ChatGPT, quoi. Vraiment officiellement, quoi. ça va être, si ce jour arrive, ça va être un flipping de malade. Exactement, c'était ce que j'allais dire. J'ai vu désolé, c'est un petit sujet sur le côté, mais ça me fait penser là ce qu'on vient de voir. En Chine, tu as des sociétés maintenant qui proposent de créer des doubles virtuels de gens de ta famille décédés. Et avec vidéo, tu peux parler avec eux, genre comme si tu faisais un FaceTime avec eux, tu vois. Et donc tu donnes à la boîte les écrits. Il y a un épisode de Black Mirror là-dessus d'ailleurs, où en fait c'est carrément incarné dans un Android. Mais là, donc là, c'est pas encore incarné dans un Android, mais ça existe aujourd'hui, quoi. Donc tu donnes en gros les écrits de la personne, tous les écrits que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, les écrits perso. Enfin, tu donnes plein de données. Et du coup, la boîte modélise un peu la personnalité de la personne. Tu files des échantillons de texte, enfin des échantillons de vidéo, pardon, et des échantillons d'audio. Et donc, pareil, tu as la voix de la personne qui est modélisée. Oh là, mon Dieu. Voilà, le Uncanny Valley, on en parlait. C'est ça. C'est de l'IA. C'est full de l'IA et c'est les premières vidéos IA qui existaient. On a fait du chemin. Exactement. Ça fait du chemin. Et du coup, ils te font, ils te produisent le proche avec qui tu peux échanger, quoi. Enfin, je trouve que c'est assez ouf et c'est un peu dérangeant. Enfin, j'ai des sentiments très mixtes vis-à-vis de ça. Mais tu sais que moi, ce que je me disais exactement sur le même sujet, tu as vu le film Her? Ouais, de ouf. Mais ça, Bah, c'est exactement ça. Ouais, grave. Et l'imagination là qu'on peut avoir, c'est que Her n'allait pas assez loin en fait, parce que là, avec ce qu'on a avec Sora, on a littéralement en fait une possibilité d'afficher je le crois qu'à un persona moment qui. dans Her, il installe chez lui, si je me souviens bien, à un moment dans Her, il installe chez lui un espèce de truc un espèce de système qui crée un hologramme de la nana, et du coup, elle se matérialise en hologramme chez lui. Ça fait longtemps que je l'ai vu ce film, mais effectivement, je pense qu'on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Mais c'est quand même dingo de se dire qu'en fait, l'imaginaire il y a quoi, Her, ça a 7 ans quoi. L'imaginaire d'il y a 7 ans n'allait pas assez loin. Ouais. Et je trouve ça complètement la boule quoi. Ouais, de ouf. Bon, et bah super, si vous voulez une petite amie virtuelle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Yes, enfin une petite amie. Ok. Et dans des sujets. Allez, sujet suivant, sans transition, Monero. Les privacy coins, c'était un peu un sujet qui était un sujet de blague sur les chroniques, où souvent on en parlait, où je suis désolé, hop, j'ai un petit truc qui s'est connecté, je vais me déconnecter, tchac. C'était un peu un sujet de blague sur les chroniques, où on se disait, les privacy coins, etc. Je revenais souvent dessus, parce qu'en vrai, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais du coup, on voulait là vous en parler de manière un peu plus spécifique, et notamment vous parler de Monero. Alors, pour présenter le sujet, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? On vous en parle parce que Binance a annoncé, après d'autres, de mémoire, après OKEx et probablement quelques autres, a annoncé le délisting de Monero pour se conformer à des enjeux réglementaires. Et donc, vous ne pouvez plus, d'ailleurs, le cours de Monero a décroché suite à ça. Alors d'ailleurs, je commence à en parler en faisant comme si tout le monde savait ce que c'était que Monero. Donc pour resituer, Monero, c'est une crypto qui est assez ancienne à l'échelle des cryptos, qui a un focus sur la protection de la vie privée. Vous savez que quand vous envoyez de la crypto à quelqu'un, par défaut, par exemple, si j'envoie un Bitcoin à Cyril en le rendant très, très heureux, Cyril va avoir accès à toutes les transactions que j'ai faites depuis mon wallet, depuis le wallet qu'il lui envoie. Donc, c'est pas incroyable en termes de ouf. Franchement, j'attends mes jetons. C'est pas incroyable en termes de protection de la vie privée. Pareil sur Ethereum, si j'envoie 2 Ethers à Cyril, en fait, il sait tous les smart contracts avec lesquels j'ai interagi. Il a accès à toute ma vie numérique, quoi. Il connaît mes collections de NFT préférées. Bref, ça va pas du tout. Et en vrai, blague à part,
c'est un vrai souci en fait de se dire que les comptes bancaires des gens sont des livres ouverts en fait. Ce serait l'équivalent de si je lui rembourse un café parce qu'on a été prendre un café ensemble et qu'il me l'a payé et que je lui fais un virement de 5 balles pour lui payer. Café est cher hein, à Paris, quand on est au café de Flore là. Ce serait étrange qu'en faisant ça, j'ai accès à tout son historique bancaire et qu'il ait accès à tout mon historique bancaire, quoi. Enfin, ce serait étrange et un peu malaisant. Et du coup, les privacy coins sont une solution à ça. Et le privacy coin, c'est quoi? C'est de dire, bah, j'ai la capacité, avec un peu de magie cryptographique dans laquelle Cyril va nous plonger, j'ai la capacité d'envoyer un jeton qui vaut quelque chose, Monero en l'occurrence. On en a d'autres, un Zcash par exemple. Et je n'ai pas la possibilité de voir ce qu'il y a sur le compte de Cyril et les transactions qu'il a faites. Et lui, inversement, n'a pas la possibilité de voir ce qu'il a fait sur mon compte. Donc, à mon sens, si on a envie de protéger un petit peu la vie privée des gens, et notamment les transactions qu'ils font, ce qui est quand même un élément important de la vie des gens, hein, les privacy coins sont une solution qui est juste extraordinaire, enfin extraordinaire et nécessaire. Alors, juste, promis, je te passe la parole dans un instant, Cyril, pour la partie technique. Une fois qu'on a dit ça, en général, ce que les gens nous disent, c'est oui, mais scandale, horrible, vous n'imaginez pas, on va financer le terrorisme, on va blanchir de l'argent, les gens vont pas payer leurs impôts, ça va être horrible. Vous n'y pensez pas, donner de la liberté aux citoyens et donner de la vie privée aux citoyens, vous n'y pensez pas, quelle idée folle. Donc très bien. Sauf que sur Monero, il se trouve que vous avez la possibilité, en gros sur Monero, vous avez 3 clés en fait. Vous avez une clé qui est l'équivalent de l'adresse qui permet de réceptionner des fonds. Donc ce serait l'adresse sur Ethereum par exemple. Vous avez une clé qui permet de dépenser des fonds, donc qui permet de signer les transactions. Et vous avez une clé qui permet d'auditer votre adresse. Donc c'est une clé que vous pouvez donner à un régulateur, quel qu'il soit. Enfin, si la loi exige par exemple que dans le cadre d'un contrôle fiscal ou dans le cadre d'un contrôle quelconque ou d'une enquête de police, je suis soupçonné d'avoir financé des activités terroristes, la loi peut exiger que je leur remette les clés sous peine de prison, d'amende ou de que sais-je. Hein. Ça existe déjà dans le droit français. Hein. Je suis pas en train d'inventer des trucs. Aujourd'hui, en droit français, on peut obliger quelqu'un à remettre les mots de passe d'accès d'un ordinateur ou d'un disque chiffré. Donc la loi pourrait exiger d'avoir accès à mes comptes et de pouvoir auditer ce que j'ai fait sur ces comptes-là. Mais ça permet. Ouais, alors vous pouvez tenter, hein, mais donc après c'est à vous de choisir si vous préférez passer 5 ans en tôle ou si vous préférez dire que vous avez perdu la clé, quoi. Franchement, ça dépend ce que vous avez fait sur le compte, quoi, après, à partir de certains stades. Mais donc, blague à part, la possibilité d'audit existe et c'est un audit qui est pas, c'est pas livre ouvert par défaut, c'est livre fermé par défaut, ouvrable, si la personne qui détient la clé accepte que le livre soit ouvert. Et ça me paraît être pas un truc de terrorisme pédocriminel atroce, quoi. Ça me paraît être juste une mesure de protection de la vie privée des citoyens à une époque où en fait les États et les grandes corporations se régalent de nos données, quoi, tout simplement. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Cyril, tu veux nous expliquer un peu la magie cryptographique qu'il y a derrière tout ça? Genre comment c'est possible? Ouais, est-ce que Virgile, t'as envie de dire un truc dessus avant que je parte dans un tunnel un peu long? Si tu veux, ouais, si tu veux, je peux faire une dernière remarque. En fait, on a enfin, si vous voulez, c'était une question d'habitude dans la blockchain, en fait. Pendant toutes ces années, on a tellement eu l'habitude de faire des transactions publiquement que finalement, on a pris ça pour acquis et que dès le moment où on veut retrouver un peu d'anonymat, on commence à trouver ça bizarre. Et ouais, quoi, c'est après pour ce qui est du délisting de Binance de Monero, c'est pas si grave parce qu'il y a déjà des solutions qui permettent d'échanger des Monero directement sur la blockchain, donc il y a toujours moyen de s'en échanger. Mais en fait, dans un monde où la majorité des wallets sont déjà identifiés
et où la régulation va s'appliquer au cours des prochaines années, ben on serait quand même bien content de garder un tant soit peu d'anonymat pour pouvoir être tranquille, quoi. En tout cas, j'ai plus l'impression que c'est plus important pour ceux qui ont déjà des gros montants, parce que forcément les gros montants, on veut les protéger, mais ça concerne tout le monde parce que voilà, on n'a pas enfin, ça se trouve peut-être que des actions qu'on a commises il y a 2-3 ans pourraient ne plus être légales une fois que les régulations sont passées. Mmh. Donc, on a quand même envie de s'en protéger. Ouais. Deux petites remarques avant de me taire définitivement. Monero sur un exchange, est-ce que c'est pas contradictoire? Bah oui et non, parce qu'en fait à un moment il faut bien échanger Monero contre un autre truc, quoi. Donc si tu sur la, enfin, à part le miner et puis l'échanger avec d'autres personnes qui l'ont miné, il faut bien que tu l'échanges avec quelque chose. Alors effectivement sur les exchanges il y a du KYC. Donc voilà, mais une fois que tu l'as retiré de l'exchange n'est pas, enfin, tu le retires d'un exchange et ensuite tu retrouves ta vie privée, quoi. Mais donc oui, bien sûr, hein, à partir du moment où tu as un point de contact avec le monde extérieur, forcément ce point de contact, c'est qui tu es et c'est ce que tu as fait. Voilà. Autre petit truc, petite marque de pourquoi est-ce que j'affectionne cette communauté Monero. Monero, c'est une communauté qui a à cœur de pas permettre la création d'ASIC et qui ont changé plusieurs fois leur algorithme de consensus pour empêcher la création d'ASIC et pour empêcher la course à l'armement qu'on connaît par exemple sur Bitcoin. C'est une communauté qui est très proactive par rapport à ça et historiquement, le minage de Monero se fait au CPU. Alors sur des CPU qui sont un peu trapus, hein, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel CPU. Et donc c'est un minage qui est assez peu intensif en électricité, puisque les CPU que vous allez acheter, ça va consommer du 50, maximum 100 watts, donc c'est-à-dire un que dalle par rapport à les ASIC sur Bitcoin, par exemple, ils consomment chacun 3500 watts, quoi. Donc c'est vraiment que dalle. Par contre, c'est le matériel qui coûte assez cher. Donc c'est une économie un peu différente de l'économie de Bitcoin, c'est une économie de coût fixe. Alors sachant qu'on a des ASIC, Antminer a sorti des ASIC spécialisés sur Monero il y a genre 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Et donc là, on attend la réaction de la communauté Monero. Est-ce qu'ils vont rechanger leur algorithme de consensus pour faire genre gros fuck sur... Ah bah ils sont français, hein. Bah ouais, hein. Moi je les attends de pied ferme. Donc ouais, il y a tout un truc rigolo par rapport à ça aussi. Allez, du coup, on se lance sur des trucs. Let's go. sur des machins rigolos. Allez, c'est parti. Ok, bon, je vais essayer de... Je vais essayer de garder ça simple. De toute façon, on n'a pas un milliard de temps. Ok, déjà donc les privacy coins, il y en a de plein de types différents en fait. Il faut bien comprendre que toutes les technologies de privacy peuvent être utilisées ou bien de manière coordonnée ou bien unitairement. Et chacun de ces protocoles, chacune de ces monnaies, en fait, va utiliser son propre système. Les privacy coins, de manière générale, pour en parler de manière un peu sérieuse, il faudrait citer donc évidemment Monero, évidemment Zcash, mais dans les autres protocoles un peu plus récents, il y a notamment Oasis Protocol, il y a notamment Aleph0, il y a notamment Railgun, il y a notamment Dash aussi, qui est un petit peu plus faible en termes de privacy, mais quand même intéressant. Bref, il y en a beaucoup, et en fait beaucoup de projets se lancent sur ce sujet-là, parce qu'en fait on se rend compte que comme tu disais, Jérémy, c'est pas forcément quelque chose que l'on peut souhaiter que d'avoir directement toutes nos informations disponibles dès qu'on fait la moindre transaction. Et donc du coup, dans l'ensemble des moyens qui sont utilisés, je vais en citer quelques-uns et on va dire 4-5. Le premier, c'est ce qu'on appelle le DKSAP. Le DKSAP, c'est, comme son nom l'indique ici, le Dual Key Stealth Address Protocol for ERC 721. Enfin non, alors là, en l'occurrence, juste Dual Key Stealth Address. J'ai trouvé ce GitHub qui est un truc qui fait ça sur Polkadot notamment. Et j'envoie le lien dans le chat si jamais il y en a qui ont envie de regarder de manière un peu plus sérieuse. L'idée de vous montrer ça, c'est juste qu'en fait, il y a une très bonne description de l'algorithme qui est dedans. Et donc, c'est en fait, ce qui était raconté par Jérémy en début, dans lequel, en fait, pour pouvoir dépenser de l'argent, on va avoir une clé spender, on va avoir une clé pour pouvoir afficher des transactions, et donc, derrière, il y a aussi, évidemment, les clés privées. Donc, on va avoir à chaque fois, en fait, on n'a plus une paire de clés privées et une paire de clés publiques, on a deux paires de clés.
Derrière, à côté de ça, en fait, on va générer une clé éphémère qui va être notre clé de transaction, qui va être du coup un secret sharing. Donc on va partager du secret avec la personne avec qui on envoie un message. Comme ça, la personne est capable de voir qu'on a bien reçu la transaction et que derrière, cette transaction sera bien dépensable par la suite. Bref, il y a tout un système algorithmique un petit peu complexe qui est décrit ici, donc du coup c'est pour ça que je vous ai envoyé ça dans le chat, je vais pas en faire la lecture complète. Mais en gros, c'est globalement, encore une fois, de la cryptographie. On réfléchit en termes de, ok, bon bah comment on fait pour gérer des transactions qui doivent être le moins visibles possible et faire en sorte que typiquement quand j'envoie une transaction, la personne n'a accès qu'à cette transaction et pas au reste. Bon, ça c'est le premier truc, c'est le DKSAP. Deuxième élément cryptographique, donc le DKSAP c'est utilisé dans beaucoup de systèmes aujourd'hui de privacy coin, notamment Monero qui est le premier qui l'a vraiment bien mis en place dans son système. Deuxième élément qui arrive, c'est le ring signature. Le ring signature, c'est un truc un peu marrant, notamment parce que en vrai, déjà le papier qui l'a fait connaître, je vais l'afficher juste ici. C'est un papier qui s'appelle How to leak a secret. Donc comment leaker un secret, comment libérer un secret, et qui prend l'exemple dans ce papier d'un ministre ou d'une personne d'un cabinet ministériel qui souhaite donner de l'information à un journaliste, mais il ne souhaite pas donner son identité, il ne souhaite pas que son identité soit retraçable, mais il souhaite un truc, c'est de dire je veux que le journaliste il sache que je fais partie du cabinet ministériel. Et donc du coup dans How to Leak a Secret, qui est notamment écrit par Shamir, qui est l'un des principaux cryptographes de la blockchain, How to Leak a Secret explique que en fait on va pouvoir faire des ring signatures. Les ring signatures, c'est dire bon, je prends les adresses publiques de toutes les personnes que je connais, donc un ensemble d'adresses publiques, et à partir de cet ensemble d'adresses publiques, je vais créer une signature dans lequel ma clé privée qui a signé la signature fait partie de l'ensemble du coup des adresses publiques proposées. Et donc du coup, moi ce que je vais faire quand je vais vouloir vérifier qu'une signature vient bien d'un ensemble de signatures, en fait je vais partager l'ensemble d'adresses publiques et les gens vont pouvoir faire la vérification de ok, ce message appartient bien à au moins une des personnes dans ce tableau d'adresses publiques. Et en fait en faisant ça, ce qu'on fait c'est qu'on cache qui on est, parce qu'on dit juste ok, cette signature, elle est bien signée par l'une de ces 10 personnes-là. Et donc, ce truc-là, il marche super bien. C'est un protocole qui est assez classique, qui date d'il y a maintenant pas mal de temps, et qui est utilisé, en fait, dans beaucoup de systèmes de privacy coin, tout simplement parce qu'en fait, on peut très bien généraliser ça un petit peu de manière globale, en mettant notamment des thresholds, en faisant en sorte que même les gens ne savent pas qu'on a signé en proposant leur adresse publique. Parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin, on s'en fout, on n'a pas besoin de leur adresse privée pour pouvoir signer à la fin de message. Donc du coup, on est tranquille. Donc c'est quelque chose qui est très souvent fait avec des gens random. Voilà, on dit qu'on a bien signé la signature à partir d'un ensemble d'adresses publiques. Et c'est quelque chose qui est utilisé encore une fois dans Monero par exemple. Et donc ces deux éléments-là, déjà, on a vu les deux principaux algorithmes cryptographiques. Là, je vais en citer au moins deux autres. Il y a évidemment le ZK, les Zero Knowledge. Normalement, ça doit tout de suite tilter quand on dit « Ok, il faut vérifier sans montrer ». Donc typiquement, le ZK Snark, c'est du système Zero Knowledge simple, on va dire, dans lequel, en fait, ce qu'on va montrer, c'est qu'on a bien fait une transaction sans montrer l'intérieur de la transaction, sans montrer qui est le destinataire, sans montrer qui est l'envoyeur, sans montrer même, par exemple, combien j'ai envoyé. Tout ça, on s'en fout. Quand on regarde la transaction, on n'a pas ces informations-là. Par contre, la personne qui reçoit la transaction, elle voit bien que d'un coup, sa balance a augmenté. Donc, du coup, c'est très pratique. On peut faire des échanges vérifiables sans pour autant montrer qui a échangé et comment on a échangé. Et donc ça, c'est le ZK-Snark, et c'est ce qui est utilisé plutôt du côté de Zcash aujourd'hui. Enfin, je vais du coup juste parler de deux derniers éléments. Le premier, c'est le MPC, le Multi-Party Computing. Le multi-party computing, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de systèmes, notamment par exemple, donc là tout à l'heure j'avais ouvert Aleph 0, qui est un système bien plus récent, qui est fait en substrate
et dont j'ai rencontré les fondateurs il y a un an. Le multi-party computing, qui est notamment ici noté en MPC, c'est un système qui dit bon bah on va prendre une clé et quand une clé va faire un message, bon c'est bien, on est content, mais en fait nous ce qu'on veut c'est à la base diviser les clés. Et donc pour pouvoir faire un message, il faut que plusieurs personnes amènent leur information. Donc ça typiquement ça existe dans certains wallets. C'est en gros l'opposé des multisig wallets, mais bon bref, peu importe. Mais on peut faire ça aussi pour des transactions. Donc si je veux faire de la computation, je veux faire une fonction, bah moi j'amène ma partie de fonction, l'autre personne amène sa partie de fonction, et hop, on a la fonction finale. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui sert notamment à cacher finalement la computation qui est à l'intérieur de mon protocole. Donc même ça, je peux venir le cacher, donc je peux venir cacher des smart contracts entiers en utilisant ce genre de technique. Donc c'est typiquement ce genre d'éléments qui peuvent aussi amener de la privacy. Et ça, c'est utilisé notamment chez LF0. Et enfin, je voulais juste vous montrer un autre truc qui est à moitié sur de la décentralisation, qui est le système d'Oasis Protocol. D'Oasis Network, on peut utiliser à peu près n'importe quelle chaîne EVM. Et en fait, derrière, utiliser ce qu'ils appellent le Sapphire Network. Donc, c'est un système à côté qui est très centralisant, lui, pour le coup, dans lequel on va pouvoir faire des messages signés avec pas beaucoup d'informations. Toute l'information de la logique du contrat, elle va être dans le Sapphire Network. Et donc, du coup, on va pouvoir passer, encore une fois, nos secrets dans un truc centralisant, mais qui nous évite, du coup, de partager trop d'informations. Et donc ça, c'est la Oasis Privacy Layer. Alors, du coup, juste pour finir, la privacy, ça existe aussi sur Bitcoin, sur Ethereum, excusez-moi. Et typiquement, Ethereum aujourd'hui utilise pas de privacy native, mais par contre, on peut avoir des smart contracts qui nous amènent de la privacy, notamment avec tout un système autour des ZK, notamment chez Tornado Cash, dont voici les contrats, si jamais ça en intéresse certains développeurs. Notamment mes anciens, je sais qu'on en a parlé la semaine dernière avec mes nouveaux. Mais voilà, Tornado Cash, c'est un des systèmes les plus ingénieux pour pouvoir faire de la privacy aujourd'hui sur Ethereum. C'est compliqué et surtout c'est interdit dans beaucoup de pays parce que c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la privacy, c'est pas souhaitable pour beaucoup de pays parce qu'il y a le fisc, parce qu'il y a ce genre de choses. Et donc typiquement, en fait, quand on crée des systèmes avec de la privacy, en fait, on combat quelque part des instances administratives et donc ces instances ne sont pas très contentes. Donc, typiquement, Tornado Cash, c'est interdit en Amérique. Bravo. Bref, voilà, je voulais juste faire un petit aperçu rapide de la cryptographie derrière les privacy codes. J'espère que j'ai pas été imbuvable. Non, c'était hyper cool. Franchement, trop bien. Super cool, Cyril. Merci. Et on arrive sur la fin de cette chronique d'Alira. En France, je ne sais pas, je crois pas que ça a été explicitement interdit en France. Je crois pas. Mais ouais. On arrive à la fin de cette chronique. Merci beaucoup à vous deux, Virgile et Cyril, d'avoir participé à cette chronique. Merci beaucoup également à tout le chat d'avoir répondu présent à l'appel. La semaine prochaine, on vous parlera encore de blockchain et encore d'IA avec de belles choses qui arrivent, notamment sur la partie IA. On vous présentera le GitHub de l'IA et plein d'autres choses. Donc, si vous souhaitez être là, venez tout simplement. Si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas encore des apprenants ou des anciens, on forme la future génération professionnelle de l'IA et de la blockchain sur alira.fr. Vous aurez toutes les infos. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un des conseillers. Nos formations, elles sont finançables CPF. Si vous êtes dans une boîte tech, Syntech peut vous financer, pas Syntech, pardon, Atlas peut vous financer votre formation. Donc voilà, écoutez, si vous voulez faire partie de la nouvelle vague de la deuxième renaissance actuellement en cours, n'hésitez pas. À très bientôt à tous et puis à la semaine prochaine tout simplement. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Life is